Bonjour à toutes et à tous. La nouvelle convention médicale signée par l'assurance maladie et la quasi-totalité, 5 sur 6, des syndicats représentatifs des médecins libéraux marque un tournant décisif pour notre profession. Au-delà des enjeux économiques liés à la tarification et à la rémunération, cette réforme impacte profondément notre pratique quotidienne. Alors, comment s'adapter à ces nouveaux modèles de rémunération ? Quelles sont les opportunités pour améliorer la qualité des soins et renforcer la coordination avec les autres professionnels de santé ? Nous vous proposons un décryptage des mesures phares et analyse de leurs implications pour notre exercice de cette convention qui a tardé et qui était très attendue. Notre invitée aujourd'hui est une surdouée des questions de santé. On connaît le rôle qu'elle a joué auprès du président de la République sur la santé, l'autonomie, la protection sociale et les retraites. Elle est aujourd'hui directrice déléguée de la CNAM. Bonjour Marguerite Cazeneuve. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans la seule émission politique professionnelle de santé de ce pays. Et à mes côtés, vous connaissez bien notre invité permanent, le docteur Jean-Paul Ortiz. Mais lui va jouer aujourd'hui un double rôle, car avant de devenir un intervenant majeur de cette émission, il était président du puissant syndicat de médecins libéraux, la CSMF, la CONF, comme vous dites. Mais avant de parler de la Convention, je suis obligé de revenir sur la situation politique de notre pays. 7 ministres de la Santé différents en 2 ans, ça suffit, peut-être 8 d'ailleurs, puisqu'au moment où on enregistre cette émission, le nouveau gouvernement n'est pas encore annoncé. Quand même, ça doit compliquer drôlement la vie de la CNAM, non ? Alors ça complique la vie de la CNAM et puis ça complique la vie de tous les soignants et puis c'est pas très bon pour les patients non plus. Ouais. C'est sûr que la santé c'est une politique qui a besoin d'une vision de long terme. Quand vous faites des réformes dans la santé, ça prend plusieurs années, il faut un cap, il faut entraîner les acteurs et donc c'est sûr que d'avoir... Tout ça c'est extrêmement négatif. Vous faites quoi alors, face à cette situation ? Alors d'une certaine manière c'est aussi... opportunité c'est un mot qui est un peu fort mais c'est en tout cas, là, dans ce contexte d'instabilité, se pose la question, j'allais dire, un peu fondamentale pour l'assurance maladie, mais même pour les différents services publics. En fait, que fait-on lorsqu'il n'y a pas de politique ? Là, en ce moment, je peux le dire, hein, parce que à l'heure où on se parle, il n'y a pas encore de ministre de la Santé qui a été nommé. C'est est-ce qu'une institution publique peut prendre des décisions, peut s'exprimer dans un contexte, dans la limite de ses prérogatives, mais en fait, comment elle peut agir ? Ça arrête tout ou ça motive votre créativité ? Honnêtement, je préférerais qu'on ait un cap politique. Je pense qu'on a besoin collectivement d'avoir un cap politique, mais d'une certaine manière aussi, je pense que ça responsabilise l'État, les institutions. Je pense que l'assurance maladie, elle existe en tant qu'institution assurance maladie. Elle a un rôle et une mission qui est de faire en sorte que tous les assurés sociaux aient un accès égal aux soins. Et donc cette mission-là, j'allais dire, quoi qu'il se passe, il faut qu'on arrive à la poursuivre. Alors là, aujourd'hui, la situation dans laquelle on se trouve, c'est qu'on n'a pas d'ONDAM. Donc, fameuse ONDAM, l'objectif national d'assurance maladie. Et donc, nous, en responsabilité assurance maladie, est-ce qu'il faut qu'on se fixe à nous-mêmes notre propre objectif en attendant que le politique nous le fixe ou est-ce qu'on considère qu'on n'a pas d'objectif ? Ça fait partie des questions un peu philosophiques du moment, quoi. Vous gardez le même, non ? C'est ce que fait tout le monde, Jean-Paul ? Oui, Madame la directrice déléguée, merci d'avoir accepté notre invitation. Le gouvernement Barnier est tombé sur le PLFSS 2025. Pour l'instant, on n'a pas de PLFSS, donc on n'a pas d'ONDAM. Est-ce qu'on peut rêver ? Moi, je ne crois pas au Père Noël. Enfin, dans la période des fêtes et du post-fête, on peut toujours rêver. Est-ce que vous pensez que les choses vont changer par rapport à un PLFSS qu'il faudra bien faire à un moment donné ? Est-ce que l'ONDAM va être reconduit ou pas et dans quelle mesure ? Est-ce que vous avez des indications, des tendances ? Et quid de l'ONDAM de ville ? Parce que la Convention, le choc d'attractivité, on en parlera plus tard, repose sur un ONDAM de ville suffisant. C'est une question très compliquée. D'un point de vue vraiment purement institutionnel, en fait, le gouvernement de François Bayrou, il va avoir 2 options. Soit de recommencer à zéro les textes financiers, mais c'est un process qui est très long parce qu'il faut reconstruire un texte, il faut saisir les caisses de sécurité sociale, le Conseil d'État, il faut repasser en commission. Donc en fait, la totalité de la navette, alors c'est vrai pour le PLFSS, mais c'est aussi vrai pour le PLF. Donc si c'est ce choix-là qui est pris, le cas échéant, ça veut dire qu'on aura un ONDAM, par exemple, indispensable pour la définition des tarifs hospitaliers très tard. Et combien de temps à peu près ça met, ça ?
Je pense que il faut compter au moins 4 mois, quoi. Au moins 4 mois. Et quand on voit qu'une campagne hospitalière, alors quand l'Ondam est voté dans les temps, elle arrive en mars, c'est-à-dire qu'on a déjà un trimestre où les établissements de santé vivent sur des tarifs qui sont les tarifs de l'année d'avant, etc. Donc tout ça est quand même, c'est quand même une machinerie infernale. Donc ça, c'est la première option. Et la deuxième option, c'est que le PLFSS, en fait, il est toujours dans la navette parlementaire, donc il existe toujours. Et donc, le gouvernement actuel, avec le Parlement, évidemment, ils ont la possibilité de modifier le texte tel qu'il existe aujourd'hui. Évidemment, dans la limite de ce que le texte peut offrir encore comme opportunité de modification. L'avantage, c'est que ça va plus vite. L'inconvénient, c'est qu'il ne peut être modifié, le cas échéant, que de manière, entre guillemets, limitée, puisqu'il y a un certain nombre d'articles qui ne peuvent plus rentrer dans le texte. Et comme effectivement, c'est là-dessus que le gouvernement a été censuré, si le nouveau gouvernement ne veut pas être de nouveau censuré, il faut qu'il puisse apporter des modifications sur le texte qui lui a valu une censure. Question naïve, on ne pourrait pas faire 2025-2026 en même temps, non ? Constitutionnellement, on ne peut pas. C'est pas possible. Ouais, on peut pas. Juste un dernier point avant de passer à la Convention. Mayotte, quel est le rôle de la Sécu à Mayotte ? Écoutez, là, pour l'instant, on est, pour ne rien vous cacher, pour l'instant, on essaie de vérifier que tous nos agents sont en vie et en sécurité. À l'heure où je vous parle, on n'a pas encore de nouvelles de tout le monde. Donc ça, c'est une inquiétude, j'allais dire, d'employeur par rapport à ces agents. Donc on essaie de recontacter tout le monde, mais comme vous le savez, là, il n'y a pas de contact téléphonique possible. Et ensuite, de toute façon, il va y avoir une organisation qui va être faite. L'assurance maladie, comme elle l'a toujours fait dans les temps de crise, ça va être de se mettre au service, évidemment, à la fois de l'État, de la préfecture, du département, pour assurer tout ce qui va être service Donc ça, sanitaire. C'est un dossier actuel et extrêmement pratique. Bien sûr. Bon, on va parler de la Convention, sinon on va nous reprocher de ne pas avoir parlé de vous, Jean-Paul. Vous êtes un de ceux qui avaient signé la précédente Convention. C'est toujours des négociations difficiles. Toujours. Mais c'est normal. Parce que, là, on va en parler avec Marguerite Cazeneuve, mais la Convention, c'est en fait un contrat entre l'assurance maladie et les représentants des médecins. Et comme tout contrat, ça se négocie. Il faut que l'un fasse un pas vers l'autre et réciproquement. Et à un moment donné, il faut qu'on se mette d'accord. Alors, ça nous est arrivé, quand j'étais président de la CSMF en 2016, j'ai pas signé la Convention. Il faut dire que je négociais avec Marisol Touraine. On va pas me le reprocher. Mais j'ai retrouvé le chemin conventionnel avec Agnès Buzyn. Donc voilà, je crois que tout ça est une alchimie compliquée et toujours longue et difficile. Madame Cazeneuve, on dit toujours qu'un bon accord, c'est quand les deux parties sont mécontents. Absolument. Enfin, moi, je suis. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis assez d'accord avec ça. En tout cas, je pense un bon contrat, une bonne convention, une bonne négociation, il faut qu'à la fin, les deux parties aient le sentiment d'être allées vraiment au bout de ce qu'ils pouvaient obtenir. Et donc, c'est vrai que on m'a souvent taquiné sur le fait que la convention médicale avait été très longue et qu'elle s'était soldée par un premier échec, puisqu'on a d'abord eu un échec avant d'y parvenir. Mais je réponds aux médecins que c'est une bonne chose pour eux, puisque le fait que ça ait duré aussi longtemps, ça veut bien dire qu'ils ont réussi à obtenir le maximum de ce qu'ils pouvaient obtenir. C'est le cas aussi de donc celle qui a été signée. Il y a eu des mécontentements des deux côtés. Nous, à la fin, et je pense les partenaires conventionnels des deux côtés de la table, on était à la fois épuisés, soulagés. On est forcément frustrés des choses qu'on a dû abandonner au passage, mais c'est vrai qu'il faut aussi rappeler, puisque c'est une émission politique, que cette signature, elle intervient à un moment qui est particulier aussi. Elle intervient une semaine exactement avant les élections européennes, et donc quelques jours avant la dissolution. Et donc, c'est vrai que Qu'est-ce qui se serait passé si justement elle n'avait pas été signée avant la dissolution ? Je pense qu'il n'y aurait pas de... Il n'y aurait pas de convention ? Non. Ah, vous voyez, vous avez de la chance. Et donc, d'ailleurs, à ce propos, parce que certains ne voulaient pas que les syndicats représentatifs signent, il n'y aurait pas eu de convention, on serait resté avec le fameux règlement arbitral, et on serait resté à 26,50 € jusqu'à peut-être les présidentielles.
Là, je pense que ça aurait été honnêtement une vraie catastrophe. Enfin, moi, j'en suis convaincue pour la médecine libérale. Et on s'est permis avec Thomas Fatom, le directeur général de la CNAM, à un moment donné, de faire comprendre ça à nos interlocuteurs, en leur disant, en fait, on a quand même une fenêtre de tir, ça fait 18 mois qu'on parle. Vous voyez bien que les nuages s'amoncellent politiquement et qu'on va passer on va peut-être passer dans un nouveau monde. Alors, on ne pouvait pas anticiper, nous, la dissolution. Enfin, on ne pensait pas que la crise politique, elle était aussi forte. Mais on savait d'expérience, Thomas et moi, qu'avec des élections européennes, avec la préparation du budget, à un moment donné, la fenêtre de tir qui s'ouvrait pour les médecins allait se refermer. Et donc, on l'a beaucoup dit aux syndicats. Donc, il y a certains syndicats qui ont essayé de tirer le dialogue dans l'autre sens en disant on veut nous forcer la main sur le calendrier, etc. Mais c'était vraiment un argument de très bonne foi vis-à-vis des médecins libéraux. Vous étiez visionnaire sur ce coup-là. Alors, c'est la tradition dans cette émission. On commence par écouter l'édito de notre rédacteur en chef, Thierry Borsard. Elle fixe les conditions de l'exercice des médecins libéraux pour les 5 années qui viennent, mais répond-elle vraiment à leurs attentes ? L'accouchement de cette convention médicale 2024-2029 s'est fait dans la douleur. Un rendez-vous manqué en 2023 et finalement une signature qui, si elle a obtenu l'accord de 5 syndicats de médecins libéraux sur 6, laisse un peu tout le monde sur sa faim. Avec ces 4 axes prioritaires qui visent une amélioration de l'accès aux soins, un soutien à l'attractivité de la médecine libérale, le renforcement de la qualité et de la pertinence des soins et une évolution des modes de rémunération des médecins libéraux, elle propose en fait une sorte de programme minimum. Alors pas étonnant qu'elle continue de susciter de nombreuses interrogations parmi les professionnels de santé. Certes, elle a mis fin à plusieurs années de blocage des honoraires des généralistes. Oui, elle propose des objectifs concrets en termes d'accès aux soins et de pertinence des prescriptions, mais elle est jugée par une majorité de syndicats de médecins comme étant décevante par rapport au choc d'attractivité qui était attendu dans un contexte de raréfaction de l'offre de soins en médecine de ville libérale, les fameux déserts médicaux qui aboutissent à ce qu'aujourd'hui, 11% des Français ne trouvent pas de médecin traitant, une vraie fragilité de notre système de santé. Et d'une façon générale, avec une promesse de revalorisation des actes médicaux qui ne reste pour l'instant que verbale, elle ne propose pas une vision claire à moyen et long terme sur l'évolution des métiers de la santé. D'ailleurs, cette convention, preuve que tout n'est pas réglé, annonce aussi de nouvelles discussions d'ici à l'été 2025 sur la fameuse classification commune des actes médicaux, prenant notamment en compte les enjeux de l'innovation. Alors, au-delà de trouver enfin les moyens de répondre à l'attente principale des médecins qui est de pouvoir exercer leur métier dans de bonnes conditions, en consacrant suffisamment de temps médical à leurs patients, en plus de proposer une vraie réponse au sujet de plus en plus prégnant des déserts médicaux, n'est-ce pas à une vraie réforme de notre système de santé à laquelle l'État, l'assurance maladie et l'ensemble des professions médicales devraient s'atteler pour garantir à tous un accès à des soins de qualité ? C'est dans un tel cadre, plus ambitieux qu'une convention adoptée presque par défaut, que l'avenir de la médecine libérale mériterait de se construire. Merci Thierry Borsard. Pas trop brutal, cet éditorial ? Non, je ne suis pas d'accord, mais Oui, vous allez nous l'expliquer. Mais vous ne pensez pas qu'une vraie réforme du système de santé plus en profondeur qu'une simple convention est urgente ? De toute façon, un système de santé, je veux dire, la santé, c'est 11% du PIB. C'est 250 milliards d'euros. Ce sont des milliers de personnes, d'emplois. Donc, par définition, c'est une politique publique d'une telle ampleur, qui a un tel impact sur la santé, sur l'avenir, sur l'ensemble des autres politiques publiques, etc. Elle est tellement centrale que, par définition, il faut toujours, il faut que ceux qui la pilotent avec un temps d'avance, avec une vision holistique, donc bien sûr que c'est une politique publique qui a besoin, j'allais dire presque plus que n'importe quelle autre, de vision, de stratégie, d'ambition, etc. Après, le mot réforme, moi j'aime pas le mot réforme parce qu'il y a un petit côté, la réforme est parfois... On l'entend partout en ce moment. Oui, c'est un petit côté à la mode, mais est-ce que vraiment on a besoin de brutaliser systématiquement tout en permanence, je ne suis pas sûre. En revanche, on a besoin d'un pilotage au long cours, ça c'est certain, et je pense que la convention médicale, elle est dans son rôle. La convention médicale, elle ne peut pas régler tous les problèmes, parce que ça reste un contrat entre les médecins libéraux et l'assurance maladie. Donc elle peut faire beaucoup, mais ça reste un contrat entre deux parties, et ces deux parties ne représentent pas la totalité du système de santé. Mais elle a quand même l'immense avantage de donner une forme de stabilité, de visibilité pour les 5 prochaines années. Et encore une fois, ça aurait pu ne pas arriver.
Et je pense qu'il faut imaginer ce que serait aujourd'hui la situation sans convention médicale, et ce serait catastrophique. Jean-Paul, vous les trouvez ça brutal, vous, l'édito ? Non, mais je trouve que la réflexion de Marguerite, elle m'amuse, parce que Marguerite Cazeneuve dit clairement qu'il faut avoir une vision long terme, etc., etc. On n'a plus de stratégie nationale de santé depuis 2022, elle n'est toujours pas sortie. Donc on voit bien quand même qu'on est dans des situations, tout le monde demande un financement pluriannuel, en particulier les structures hospitalières, qu'on n'a pas. La Convention, elle est soumise à ces stabilisateurs économiques qui nous retardent de 6 mois, alors qu'il y a urgence à mettre en place un certain nombre de mesures qui sont des mesures qui vont dans le bon sens de l'accès aux soins sur la Convention. Donc il y a une espèce de décalage entre ce qu'on peut construire au quotidien et puis ce que nous réclamons tous, c'est-à-dire cette fameuse vision au long terme. Et je vois que Marguerite Cazeneuve en parle, et je ne peux qu'adhérer à ce que vous dites. Mais quid, on l'a pas. Après, c'est là où on l'a pas autant qu'on voudrait. Après, je pense quand même qu'il y a, et c'est aussi le rôle de l'État, il y a la plupart des choses que l'État produit, sort, et c'est pluriannuel. Quand tous les plans qui sortent sont pluriannuels, la convention, elle est pluriannuelle. Quand on travaille sur l'accès aux soins, c'est pluriannuel. Quand on travaille sur la stratégie cancer, c'est pluriannuel. Quand un ministre annonce le plan tabac, c'est un plan pluriannuel. Donc en fait, quand même, en permanence, vous avez des choses qui sont pluriannuelles. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une situation, là je parle vraiment de la branche maladie, qui est dans une situation financière extrêmement dégradée. On sait qu'on a des défis d'accès aux soins importants dans les prochaines années. Et donc cette situation, elle est tellement complexe que c'est sûr qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse, en tout cas, l'expression du moment, c'est remettre les adultes autour de la table pour... Question un peu indiscrète, quelle vision de temps vous avez à titre personnel à ce poste-là? C'est des postes qui sont aussi fragiles que... Le mien, vous voulez dire? Oui. Moi, je ne fais pas grand-chose. Moi, je suis salarié de la CNAM. Donc, moi, je suis... Oui, mais on vous dit pas pour les 10 prochaines années. Non, mais en revanche, ce qui est intéressant, et on s'est posé la question au moment cet été, au moment des élections législatives anticipées, le directeur de la CNAM, donc, qui est Thomas Fatome, c'est un mandat de 5 ans. Donc qui se termine en juillet et qu'il pourra renouveler. Et en fait, une fois qu'il est nommé, il ne peut pas être démis de ses fonctions, sauf accord des 2/3 du Conseil. Ce qui veut dire quand même, parce qu'on oublie souvent un peu ce qu'est la gouvernance de la sécurité sociale, mais la sécurité sociale, elle a quand même une forme d'autonomie dans sa gouvernance qui fait qu'elle est un tout petit peu, d'une certaine manière, protégée du politique. Et que c'est aussi une instance qui évidemment répond aux politiques par définition, parce qu'on n'est pas l'État profond, mais en même temps, l'assurance maladie, comme toutes les branches de la sécurité sociale, c'est une assurance publique avec un conseil, des cotisants, des assurés, des gens qu'elle représente et qui assurent sa gouvernance. Bon, on va maintenant rentrer dans le très vif du sujet, mais c'était passionnant tout ce qu'on s'est dit là sur cette convention. Alors, il n'y a pas que des gens qui connaissent très bien la convention qui nous regardent. Quelques généralités. D'abord, est-ce que c'est un acte obligatoire ? On l'a dit, et Marguerite Cazeneuve l'a dit tout à l'heure, en l'absence de convention, on passe sous un régime de règlement arbitral. Les médecins sont conventionnés de fait au moment de leur première installation, ils choisissent d'être conventionnés ou pas. Et lorsqu'ils ont choisi d'être dans la convention, au fur et à mesure du déroulé des différentes conventions, ils sont considérés comme automatiquement conventionnés. Je rappelle d'ailleurs que le nombre de médecins non conventionnés est extrêmement faible. C'est-à-dire ? C'est 1%, chose comme ça. Donc c'est très peu. La convention, elle se négocie tous les 5 ans. Si on n'arrive pas à un accord, il y a un règlement arbitral qui bloque tout, voire même qui pénalise les médecins par rapport à l'assurance maladie. La dernière, datée de quand ? Alors 2016. Ça, Jean-Paul sait tout ça mieux que moi, puisqu'il était autour de la table, mais j'y étais pas encore. C'était 2016. Alors, elle a été un petit peu prolongée. Qu'est-ce qui provoque le changement ? Qu'est-ce qui dit, tiens, on va faire une nouvelle convention ? Alors là, pour le coup, il y avait eu un avenant qu'on a signé ensemble entre-temps, mais là, la convention médicale arrivait à son terme, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans,
si elle est dénoncée par l'une des parties, mais c'est l'usage, on a une obligation de renégocier. Donc, on a une obligation de renégocier dans un temps imparti, et on n'a pas réussi à se mettre d'accord dans le temps imparti. Oui. Et donc, c'est pour ça que le règlement arbitral s'est enclenché. Et quand le règlement arbitral s'enclenche, le règlement arbitral, il peut s'appliquer pour 5 ans. Et la seule chose qui est exigée entre guillemets des partenaires conventionnels, c'est qu'ils se remettent autour de la table dans les 2 ans. Et la décision du ministre de la Santé de l'époque a été de dire on ne peut pas attendre 2 ans avant de se remettre autour de la table. Et donc il faut très vite rebondir sur cet échec. On ne peut pas avoir une médecine libérale sans convention. C'est trop important en ce moment. Et donc la CNAM a eu une nouvelle lettre de cadrage très peu de temps après l'échec de la première négociation. À propos justement de cette durée de convention, certains disent aujourd'hui il faut arrêter de voir les tarifs bouger tous les 5 ans, ça n'a pas de sens. Nous devrions avoir l'équivalent des NAO, des négociations annuelles obligatoires, pour faire vivre et faire évoluer la convention beaucoup plus souvent. Et à la limite, on pourrait imaginer une convention socle qui dure, et puis des avenants qui l'enrichissent et la modifient au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous penseriez de cette évolution ? En fait, c'est long, mais la réalité, c'est qu'on se parle tout le temps. C'est-à-dire qu'une convention, là, elle est tellement structurante, la convention qu'on a signée, il y a tellement de... on va mettre 2... Parce que de toute façon, les dernières mesures entrent en vigueur en 2026, donc on en a jusqu'à 2026. Et en fait, de toute façon, tout de suite, à ce moment-là, on sera en train de négocier l'avenant, qui est l'avenant sur la CCM qui a été évoqué. Donc, la réalité, quand même, c'est qu'avec une profession, on négocie avec une profession en moyenne tous les 2 ans. Donc, le fait d'avoir un cadre et que à l'intérieur de ce cadre, on se revoit régulièrement, je trouve que c'est déjà ce qui se passe. Après que tous les 5 ans, on se redise, finalement, est-ce que le cadre est le bon ? Ou est-ce que ça ne vaut pas le coup de rechanger les fondements ? On a bien vu que sur la médecine libérale, il fallait quand même revoir les choses en profondeur. Et que si on était resté sur la convention précédente, on serait passé à côté de quelque chose. Vous considérez que vous avez revu en profondeur avec cette convention ? Parce que les syndicats réclamaient un choc d'attractivité, et ils disent tous... Il n'y a pas le choc d'attractivité qu'on attendait. Oui, mais moi, si j'étais président de syndicat, je dirais la même chose aux gens que je représente. Vous n'avez pas obtenu suffisamment, etc. Mais ça, chacun est dans ce rôle. La réalité, c'est qu'il y a 1,6 milliard d'euros qui a été mis sur la table et que, honnêtement, dans la période, je pense que c'est une grande chance. Il ne sera pas remis en question, ce 1,6 milliard. Médecins libéraux, d'avoir ne donnez pas de mauvaises idées aux... Jamais content, un président de syndicat, c'est ce qu'elle est en train de vous dire. Ça, c'est le rôle des présidents de syndicats. C'est le rôle des présidents de syndicats, donc c'est pour ça que c'est... Chacun est dans son rôle. Alors, attendez. Ça, c'est important, ça veut dire que tout ce qui est prévu aujourd'hui, au niveau tarifaire en particulier dans la Convention, ne peut pas être remis en question, quelle que soit l'évolution du PLFSS ou des mesures qui peuvent être prises. Alors, c'est une question intéressante. En fait, je vous remercie. Non, mais, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose en réalité, surtout dans la période, finalement, en fait, que valent les décisions qu'on a pu prendre. Le principe de l'état de droit, c'est la hiérarchie des normes, et dans la hiérarchie des normes, le contrat, la convention, il est en bas de la hiérarchie des normes. Pour le dire autrement, si demain vous avez une loi qui décide d'écraser la convention et de dire à partir de maintenant, tous les médecins sont salariés et sont payés 15 € de l'heure, c'est une possibilité. Après, la réalité quand même du politique, et c'est pour ça qu'il y a toujours une tension entre ce qui se passe au Parlement et ce qui se passe dans les relations conventionnelles, c'est que quand les partenaires conventionnels n'arrivent pas à se mettre d'accord, le Parlement, à juste titre, commence à avoir un peu des fourmis dans les jambes en disant bon, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, donc on va prendre les décisions pour eux. Mais c'est très compliqué à partir du moment où des partenaires conventionnels se sont mis d'accord, c'est-à-dire que les principaux concernés ont topé un contrat pour une durée de 5 ans, c'est quand même très compliqué d'arriver et de dire en fait j'ai bien regardé votre contrat, je ne suis pas d'accord avec ce contrat qui pose un cadre stable. Donc la probabilité pour que, c'est pas impossible d'un point de vue juridique, mais une fois que c'est signé, sauf catastrophe, et on n'est pas à l'abri des catastrophes, voilà, mais normalement, la Convention devrait se dérouler... Pour résumer, la Convention signée, il faudrait que ce soit la loi qui la défasse. Absolument. Bon, on a compris que c'est la CNAM et les syndicats qui négocient. Vous êtes sous tutelle du ministère de la Santé, qui surveille ça de très près, non ? Alors,
je ne sais pas si c'est tutelle, en tout cas, on est sous tutelle de la direction de la sécurité sociale. Et effectivement, quand on discute avec nos partenaires conventionnels, enfin les différents professionnels libéraux, on le fait sur la base d'une lettre de cadrage du ministre qui donne les orientations. Dans les absents, alors vous allez me dire quel est le 6e qui n'a pas signé la convention? Vous avez 5 syndicats. 5 sur 6. L'absence, c'est l'UFML, qui a participé aux négociations conventionnelles. Mais et qui a claqué la porte. Qui d'emblée, d'ailleurs, avait dit qu'a priori, il ne signerait pas. Il n'y a pas des assurances complémentaires, les mutuelles qui participent à ça, non? Si, elles ont signé l'UNOCAM, ce qu'on appelle l'UNOCAM, c'est l'Union des complémentaires santé. Elles font partie des discussions conventionnelles et elles ont également signé la convention médicale. Vous voyez l'évolution des rapports entre l'AMO et l'assurance maladie obligatoire et les AMC, les assurances complémentaires, parce que là, on n'en a pas parlé, mais le PLFSS prévoyait un transfert du ticket modérateur vers les assurances complémentaires. Qu'est-ce que ça préfigure? La grande sécu? La grande sécu, ou au contraire un décroisement des couvertures? En tout cas, comment dire, ce qu'on peut voir, nous, en tant qu'assurance maladie obligatoire, c'est que, donc la première chose qu'il faut savoir et qu'il faut rappeler, c'est que l'assurance maladie obligatoire, elle ne fait que progresser. En 10 ans, on a pris 5 points à peu près de couverture santé. On était à 75% de la dépense de santé, on est aujourd'hui à 80% de la dépense de santé qui est couverte par l'assurance maladie obligatoire. Donc quand les gens... C'est la faute aux ALD. Non, mais en tout cas, c'est ni la faute, c'est ni bien ni mal, mais c'est juste pour dire que quand les Français ont le sentiment que la protection sociale recule, le service public recule, ça n'est pas la réalité. En tout cas, voilà. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, comme vous avez 300 000, 400 000 ALD chaque année supplémentaires, vous avez un transfert automatique d'environ 400 millions d'euros qui est fait entre l'AMO et l'AMC. Et en fait, ce transfert un peu qui est caché et qui se joue chaque année, c'est sûr que si vous n'avez pas de correctif à un moment donné, vous avez progressivement un décalage qui s'opère, c'est-à-dire que la part de l'AMO augmente et la part de l'AMC se réduit. Aujourd'hui, la seule manière qui existe, en tout cas que le gouvernement active pour corriger ça, c'est le ticket modérateur. Et donc le ticket modérateur qui s'applique pour les personnes qui ne sont pas en ALD, mais avec à chaque fois les polémiques tout à fait légitimes que ça peut soulever. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, de manière, j'allais dire, plus structurelle, au plus long cours, il faut qu'on se repose la question du partage AMO-AMC et de comment ces décisions sont prises et dans quel but? Je pense que c'est important parce qu'en fait, ce que ça dessine là, c'est que vous avez de plus en plus de patients en ALD qui sont couverts à 100%, mais que du coup, pour les personnes qui ne sont pas ALD, donc sur le petit risque, l'AMO recule. Et ça, le petit risque, gros risque, c'est quelque chose sur lequel l'assurance maladie ne veut absolument pas aller, parce que nous, notre vocation, elle est bien universelle, c'est de couvrir tout le monde. Et donc, voilà, la manière dont la coalition AMO-AMC et comment est-ce que, j'allais dire, les deux acteurs de la couverture santé permettent une vraie couverture de la totalité des assurés sociaux et selon quels critères, ça fait partie des questions qui, quand le temps sera venu, devront être posées. Très bien. On est passé à peu près la moitié de cette émission, un peu plus, donc on n'a pas du tout encore parlé des mesures phares. On y va tout de suite, et bien évidemment, la première question, c'est l'argent. Je suppose que tout le monde discute que de ça au début, non ? Alors, je ne peux pas vous cacher qu'effectivement, il y a un petit tropisme financier et rémunération dans les discussions. Après, je pense quand même... je trouve quand même que les discussions sont quand même d'assez bonne facture sur beaucoup d'autres sujets et que cette convention, mais comme pas qu'avec les médecins libéraux, je trouve que c'est vrai avec toutes les autres professions libérales, le fait d'aborder l'accès aux soins, la santé publique, etc., sont quand même des... On va y venir, mais voilà. Vous aimez les chiffres ronds, vous ? 30, 60 30 € pour les généralistes, 60 pour les spécialistes, c'est ça ? Depuis le 22 décembre. Oui. 6 mois de décalage, d'ailleurs, entre la signature qui s'est faite le 4 juin et l'application de ces revalorisations. On était à 26,50, mais on était à 25
il y a quand même bien longtemps. Donc il était temps de faire ces revalorisations. On regrette beaucoup qu'on n'ait pas plus vite avancé vers ces consultations complexes et qu'on soit sorti vite de ce 30 €. Non, mais déjà, c'est quand même un progrès, vous êtes content. Bien sûr que c'est un progrès, mais dans l'échelle des services, on est quand même très loin de... Vous vous trouvez encore sous-payé ? Non, je dis simplement qu'aujourd'hui, le médecin généraliste a des consultations longues et complexes de plus en plus souvent, et il a de moins en moins des consultations, entre guillemets, plus simples et plus courtes, et il faudrait qu'on arrive à prendre en compte ce temps médical. Or, la consultation complexe, la fameuse GL qui va être mise en place, elle est mise en place qu'en 2026. Et on voit bien qu'il y a un décalage entre la réalité dans les cabinets et cette mise en place de la convention. On n'aurait pas pu faire plus vite, on n'aurait pas pu aller plus vite vers une consultation plus hiérarchisée, qui tienne mieux compte du patient, de la lourdeur. Encore la définir. Déjà, il faut la définir, et puis, en fait, d'une certaine manière, il y avait un peu deux options pour prendre en compte la prise en charge du patient complexe par le médecin traitant. Le choix qui a été fait, c'est le forfait médecin traitant. Le forfait médecin traitant, en fait, quand vous êtes médecin généraliste, votre activité de médecin généraliste, elle est rémunérée par la consultation, par l'AC. Et ensuite, votre fonction de médecin traitant, pour les médecins généralistes qui exercent une fonction de médecin traitant, il y a une rémunération complémentaire, et cette rémunération complémentaire, elle a été complètement refondue pour être individualisée patient par patient. Et donc, ça veut dire que patient par patient, la rémunération de votre suivi en tant que médecin traitant, elle est pour le coup totalement indexée sur la complexité du patient. Donc, c'est pas la même chose en fonction de son âge, s'il a une ALD ou pas, s'il a la C2S, en fonction de son parcours de prévention. Donc, on a quand même très largement renforcé le forfait médecin traitant d'une part, et on l'a individualisé de sorte qu'il soit très élevé pour le suivi des patients complexes. Et donc, c'est ce choix-là qui a été fait prioritairement pour le suivi des patients complexes. Et donc, on sait aussi que la consultation complexe était demandée par les médecins généralistes. On ne pouvait pas tout faire. Et donc, on a priorisé la consultation à 30 € et le forfait médecin traitant. Et on a ouvert la porte sur la consultation longue en se disant que la prochaine fois qu'on se reverrait, ce serait sans doute là-dessus qu'on repartirait. Objection, Marguerite Cazeneuve. On supprime la ROSP, qu'on retravaille. Qu'est-ce que vous appelez la ROSP ? La rémunération sur objectif de santé publique, qui était une rémunération de la patientèle du médecin traitant. On a supprimé ça, donc supprimé. Ça, c'est supprimé, et on l'indexe sur le forfait médecin traitant, patient par patient, dans une logique d'ailleurs de favoriser la vaccination, des mesures de prévention, de dépistage, etc., etc. Et ça, c'est très bien, parce qu'on va améliorer la qualité de la prise en charge patient par patient. Pourquoi ça se met en place qu'en 2026 ? Parce que c'est extrêmement compliqué à faire. En fait, pour la première fois, je sais que tout ça paraît... on se dit, mais que font-ils à l'assurance maladie avec leurs données, etc. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, donc nous, l'assurance maladie, on a cette fameuse base de données, le SNDS. Mais que vous gardez jalousement, d'ailleurs. En fait, qu'on essaie de partager, mais figurez-vous que le partage n'est pas si simple que ça si on veut respecter toutes les règles qui s'imposent à nous de manière tout à fait légitime en termes de protection des données. Et que, voilà. Donc, on a les données les plus sensibles et donc on doit respecter énormément de règles. Ce qu'on va faire pour la première fois, mais c'est très compliqué à faire, c'est qu'on va donner accès au médecin traitant, on va lui donner nos données SNDS pour ce qui relève de sa patientèle. C'est-à-dire que demain, Dr Ortiz, vous allez aller sur Amélie Pro, vous allez avoir chacun de vos patients, et pour chacun de vos patients, on va vous dire il est vacciné, il est dépisté, il a fait son examen de biologie, etc. Et donc ça, en fait, on va vous donner à voir des données dont nous, on dispose, et qui jusqu'à présent ne vous étaient pas disponibles. Il va voir s'il fait son boulot ou pas, d'ailleurs. Ce qui va lui permettre de mieux piloter les choses, parce qu'aujourd'hui, là, en fait, c'est presque un paradoxe. Le médecin, il est aveugle sur une partie de l'activité, du parcours de soins de son propre patient, parce que le patient ne raconte pas tout, parce qu'il n'a pas accès à tous les documents. Donc, avec Mon Espace Santé, maintenant, il a accès à tous les documents, mais en plus, tout ce qu'on a, nous, en données de facturation qui arrivent dans le SNDS, on dit au médecin traitant, ces données-là,
C'est une révolution, ça, quand même. Ça, c'est une révolution. Et c'est très compliqué à faire. Et les patients sont d'accord ? Il faudra qu'il y ait l'accord du patient. Ils pourront s'y opposer. Donc, il y aura un site qui permettra aux patients de s'y opposer. Mais en tout cas, pour tous les patients qui ne se seront pas opposés, vous aurez, patient par patient, exactement où est-ce qu'ils en sont de leur éligibilité à la vaccination, au dépistage. Est-ce qu'ils ont été... Extrêmement intéressant, un peu, pour nous médecins, un peu inquiet sur le remplissage des données, en particulier par le secteur hospitalier. Comment vous allez arriver à récupérer les données, en particulier d'actes de prévention, par exemple ? En fait, on part du principe, on est parti, sur les 15 premiers indicateurs qui ont été choisis, c'est 15 indicateurs sur lesquels on a on sait qu'en facturation assurance maladie, on a quasiment l'exhaustivité de la donnée. Par exemple, on n'a pas pris le premier examen obligatoire de l'enfant qui a 3 jours, parce qu'il se fait essentiellement à l'hôpital. Sur les données biologiques Voilà, non mais sur les données biologiques, pour les patients qui sont diabétiques, normalement, on est quasiment à 100%. Non, je parlais des examens biologiques faits à l'hôpital, vous ne les avez pas ? Oui, mais en fait, ceux qu'on regarde, ceux sur lesquels il va y avoir une évaluation dans le cadre du forfait médecin traitant, c'est des choses qui sont essentiellement faites en ville. Sur la vaccination de la grippe, on sait qu'il y a de la vaccination en grippe, par exemple, en entreprise. Mais nous, ce qu'on va regarder, c'est la vaccination en grippe des personnes de plus de 65 ans ou des personnes ayant des pathologies chroniques. Donc, on a essayé de prendre un périmètre sur lequel on avait quasiment une exhaustivité des données et on va proposer un abattement, sans doute quelque chose aux médecins pour leur dire on n'a pas 100% de la donnée, on va le prendre en compte. Mais effectivement, déjà, toute l'information que nous, on vous la rend. Toute cette information, est-ce que ça ne vous pousse pas à faire un paiement à la performance ? Alors, performance, c'est en fait quasiment ce qu'on va faire, puisque là, la manière dont on transforme ce qui existait, donc la ROSP, c'était un certain nombre de critères, notamment déclaratifs, et puis vous receviez un forfait tous les trimestres. Bon, là, c'est très différent. Vous allez avoir un tableau de bord avec pour chaque patient exactement ce qu'il a réalisé, comme examen, comme dépistage, etc. Et en fait, un patient éligible à la vaccination grippe qui aura fait sa vaccination grippe, 5 €. Alors, ça c'est effectivement, ça va dans le sens d'une meilleure prise en charge du patient et quelque part un paiement à la performance pour le médecin traitant. Ça renforce le rôle du médecin traitant. Tout à fait. Parlons des médecins spécialistes qui réclament depuis longtemps qu'on développe un système valorisant la pertinence de leurs actes. On dit qu'il y a probablement autour de 20% des actes médicaux que l'on pourrait éviter parce qu'ils sont non pertinents. On peut toujours discuter du chiffre, enfin, ce sont des chiffres donnés à l'échelon international qui n'épargnent pas la France. Pourquoi on n'arrive pas à mettre en place un mécanisme vertueux de pertinence dans l'activité des médecins spécialistes ? Il faut que ce soit un mécanisme gagnant-gagnant. Ne me dites pas, soyez pertinent, je garde tout. Parce que ça ne marchera pas. Donc, pourquoi on n'y arrive pas et comment vous voyez les choses de ce point de vue-là ? Alors, sur le suivi holistique des patients, nous, on a vraiment un tropisme sur le médecin traitant qui est que nos efforts en matière de développement informatique, d'information, etc., pour nous, c'est d'abord le médecin traitant. On le fera sans doute dans un deuxième temps pour le médecin spécialiste, mais c'est d'abord le médecin traitant. Pour les médecins spécialistes, en revanche, on a un certain nombre... Pour les autres spécialistes, je rappelle que les médecins généralistes sont spécialistes. Ne jouez pas sur les mots. Non, mais en revanche, il y a des choses très importantes. Par exemple, les médecins spécialistes, ce sont eux qui prescrivent le plus de médicaments pour lesquels il existe des biosimilaires par ailleurs. Donc on a mis en place, mais ça c'était dans le cadre de l'avenant que nous avions signé ensemble, un dispositif qu'on appelle win-win, gagnant-gagnant sur la prescription de biosimilaires. Donc en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire par ailleurs sur certaines spécialités. Et donc on a des programmes spécifiques qu'on va développer, j'allais dire spécialité par spécialité. Donc on a un très gros sujet sur l'ophtalmologie, sur les médicaments anti-VEGF pour la DMLA, qui coûtent extrêmement cher et sur lesquels il y a des alternatives maintenant sur lesquelles il faut y aller parce que ça coûte trop cher au système. On a, on le sait en ce moment, la question de l'Ozempic et du Mounjaro qui arrive. Voilà. Et alors j'allais vous poser la question sur l'Ozempic. Vous voulez savoir si ça marche ? Non. Les médecins généralistes, mais aussi les endocrinos. Et donc en fait, c'est juste que spécialité par spécialité, les enjeux de pertinence ne sont pas exactement les mêmes. Et donc dans les 15 programmes de pertinence qu'on a construits ensemble, on les a quand même ajustés en fonction des... Justement, on a mis hier une émission en ligne avec le professeur Karine Clément
sur ces nouveaux traitements, ça cartonne. On voit et on attendait de savoir si la CNAM allait rembourser un jour le Mounjaro et l'Ozempic dans l'obésité. Alors nous, c'est pas nous qui décidons. C'est pas vous qui décidez. Ce qu'on rembourse. Ça, c'est la Haute Autorité de Santé. D'accord. Bon. Alors justement, sur l'Ozempic, et c'est un point sensible, hein, entre autres pour l'Ozempic, le PLFSS, feu PLFSS, contenu une disposition, l'article 16, qui prévoyait qu'il pouvait être demandé aux médecins de justifier une prescription médicale, en particulier d'un médicament. Et derrière, il y avait effectivement l'idée de l'Ozempic. Ça pose quand même deux problèmes majeurs. Le premier, c'est la dérive administrative, alors que tout le monde craque sur la dérive bureaucratique de notre profession et le temps qu'on perd à faire de la paperasse. Vous nous en créez une, bravo. Le deuxième problème que ça pose, c'est celui du secret médical. Parce que forcément, si on justifie sur l'ordonnance ou à côté, pourquoi est-ce qu'on prescrit tel ou tel médicament, parce qu'on commence par l'Ozempic, mais derrière le PLFSS, il ouvre pour tout. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors, vous allez le défendre, j'imagine. Vous allez voir avec beaucoup de ferveur et j'espère de conviction. Alors déjà, c'est une disposition qui date de la LFSS pour 2024. Ce que prévoyait la LFSS pour 2025, c'est un élargissement au-delà du médicament aux actes de biologie, de transport, etc. Petite anecdote, pendant les débats à l'automne, à la commission des affaires sociales, je ne sais plus si c'est un médecin ou un pharmacien qui a pris la parole en disant « Mais c'est épouvantable ce dispositif, moi j'y passe un temps fou, mes collègues y passent un temps fou, etc. » C'est pas rentré en vigueur. C'est pas rentré en vigueur. Donc ça s'appelle crier un peu avant d'avoir mal, hein, parce qu'il y avait donc tout un débat sur le temps que ça prenait aujourd'hui, alors que ça n'avait pas encore été déployé. Bon. On l'a testé là, on a pris un échantillon de médecins, de testeurs. On leur a dit, est-ce que vous voulez bien tester pour nous ce dispositif qui a quand même été annoncé il y a 2 ans dans Changer Produit, qui est inscrit dans la Convention, qui a été voté il y a un peu plus d'1 an, etc. Donc, je veux dire, il est quand même bien installé dans le paysage. Et on a dit, voilà, l'objectif, c'est qu'on le fasse de manière temporaire sur certaines molécules ou certaines prescriptions. On vient de le tester avec des médecins. Et figurez-vous, et nous-mêmes avons été surpris, les médecins nous ont dit qu'ils étaient extrêmement satisfaits par le dispositif. Parce qu'il est ergonomique et que ça prend, entre guillemets, que 3 clics. Mais surtout parce qu'ils disent, en fait, c'est un outil qui peut nous être très précieux quand il y a une pression du patient. Et en fait, l'Ozempic, la raison pour laquelle on va le mettre en place sur l'Ozempic, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de médecins généralistes qui sont confrontés à une pression des patients pour se faire rembourser ce médicament qui, par ailleurs, est cher. Et comme vous avez plein d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui en font la promotion pour perdre du poids, en fait, les médecins ont dit, en fait, c'est super parce qu'en 2 clics, je peux donner le papier au patient qui dit, désolé, l'assurance maladie, en fait, elle n'est pas d'accord pour que vous soyez remboursé. Et donc, l'objectif, c'est que là, on a choisi l'Ozempic parce que c'est un sujet, c'est 50% des fraudes qui nous sont signalées par les pharmaciens, c'est sur l'Ozempic, et les remontées qu'on a des médecins sur les pressions sur la prescription, c'est sur l'Ozempic. Donc, l'idée, c'est que ce soit un outil qui soit aussi à votre service quand on a ce type de médicaments pour lesquels il y a un très fort mésusage et sur lequel vous pouvez avoir de la pression des patients. Satisfait ? La crainte qu'on a, c'est que ça s'étende à d'autres choses. Okay. Je voudrais qu'on avance. Oui, je voudrais qu'on avance, mais je voudrais juste vous demander une chose que je n'avais pas prévue, mais le salariat à l'anglaise, vous l'évoquez ensemble de temps en temps, de faire des médecins salariés en plus grand nombre? Alors, par définition, le salariat ne relève pas de la convention entre les médecins libéraux et nous. Après, il y a une disposition sur la capitation qui a été adoptée dans la convention médicale. C'est très novateur, d'ailleurs. Je ne sais pas comment vous avez réussi à faire passer ça, mais c'est extrêmement novateur. Parce que c'est en fait une disposition de paiement à la capitation. On ne sait pas encore trop les contours, si c'est toute la patientèle, si c'est une partie... bref, mais il faut qu'il y ait au moins 3 médecins et une infirmière. Ça fait suite à l'article 51 de ce qui a été fait de façon expérimentale dans le cadre de cet article de loi. On va voir ce que ça donne, mais ceux qui s'y sont penchés sur l'expérimentation, beaucoup en sont revenus.
En tout cas, c'est la possibilité pour des médecins libéraux de mettre en commun leur rémunération. On le propose de manière totalement optionnelle. Et donc, c'est les médecins qui sont très engagés dans ce type d'exercice qui iront. C'est absolument pas une obligation. Donc, en fait, c'est dans ce cadre-là qu'on a pu parler de... Alors, c'est pas vraiment du salariat, mais en tout cas, vous avez une rémunération globale. Excusez-moi d'avoir encore alourdi cette émission, d'autant que c'est passionnant et qu'on va avoir de la peine à tout raconter. Il faudra revenir. Télémédecine, elle est valorisée dans la Convention ? Tout à fait. Il y a des éléments en particulier sur la téléconsultation et la téléexpertise qui sont avec une petite amélioration tarifaire. Sur la téléconsultation, vous avez un peu verrouillé les choses par rapport aux plateformes. En tout cas, maintenant, on a un vrai cadre de régulation, je pense, qui était très attendu de la part des médecins, qui était absolument indispensable d'un point de vue de la santé publique. Donc maintenant, quand vous êtes une société de téléconsultation, les sociétés de téléconsultation, aujourd'hui, c'est 2/3 des téléconsultations. Les médecins libéraux en font... Ça répond à un besoin, donc. Ça répond à un besoin qui reste limité. Hein. Il y a 1 million de téléconsultations par mois. Donc c'est 1-2% des consultations par mois, donc ça reste relativement limité. En revanche, pour éviter qu'il y ait des dérives et que ce soit des téléconsultations qui soient correctement encadrées, les sociétés de téléconsultation, elles doivent être agréées par le ministère de la Santé. Dans cet agrément, elles doivent respecter un certain nombre de règles, notamment respecter les règles conventionnelles, le fait de ne pas prescrire d'arrêt de travail au-delà de 3 jours, le fait d'avoir des médecins qui ne sont pas des médecins à temps plein sur la téléconsultation, mais qui respectent, y compris lorsqu'ils sont salariés, la règle de 20% maximum d'activité en téléconsultation. Et puis par ailleurs, on a saisi la Haute Autorité de Santé, on l'avait annoncé dans la Convention médicale, on a saisi la Haute Autorité de Santé sur les produits de santé qui peuvent être prescrits en téléconsultation. Est-ce que tout médicament peut être prescrit en téléconsultation ? C'est la question qu'on a posée à la Haute Autorité de Santé. La Convention, quel est son rôle dans les déserts médicaux ? Ça fait partie des actes que vous avez signés ? Oui, alors pour nous, la Convention, elle devait surtout permettre d'attirer des jeunes médecins sur l'exercice libéral plutôt que l'exercice salarié, puisqu'il y a un certain nombre de conseillers départementaux qui veulent développer l'exercice salarié. Une parenthèse que le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie avait bien montré à l'époque, la prise en charge d'un médecin salarié en termes de nombre de patients médecins traitants, elle est bien inférieure que la prise en charge effectuée par un médecin libéral. Autrement dit, plus on développe de médecins salariés, moins on a d'offres de soins plus on aura besoin au niveau collectif. Hein. Alors, justement, par rapport aux déserts médicaux, des dispositions ont été simplifiées, ont été en partie améliorées. Ce qui est important, c'est aussi de maintenir les médecins qui travaillent dans les zones sous-denses en activité, et si possible de faire qu'ils ne partent pas tous à la retraite, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont tentés de faire ça. Vous avez prévu quoi dans la Convention pour ça ? C'est là où on a un peu changé de modalité, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on fonctionnait sur des aides très fortes, ponctuelles, pour l'installation. Et là, en fait, on change de modèle. On dit, en fait, ce qui est majoré, c'est le forfait médecin traitant. Et donc, c'est pas une enveloppe que vous touchez le jour où vous installez, étant entendu que, par ailleurs, vous pouvez décider de déménager. C'est à partir du moment où vous exercez dans un désert médical, et on l'a étendu aux zones d'éducation prioritaire aussi. En fait, chaque année, votre forfait médecin traitant, il est majoré, et donc vous avez une rémunération plus importante au titre du suivi de votre patientèle médecin traitant dans ces territoires. Il n'y aura plus du tout d'aide à l'installation ponctuelle. Alors, celles qui existent aujourd'hui sont maintenues. Je veux dire, tous les CAIM, tout ce qui existe aujourd'hui. Mais effectivement, on va basculer en 2026 sur un système où c'est vraiment un système sur le forfait médecin traitant. Et pour le soutien au cabinet secondaire pour les médecins spécialistes ? Alors ça, c'est toujours en discussion. Ça fait partie des groupes de travail sur lesquels on doit encore atterrir. Tout le monde dit que c'est l'avenir de la médecine et pourtant on met toujours ça à la fin des émissions, on n'a pas le temps de le traiter. Promotion de la prévention, vous avez prévu quoi avec la Convention ? Alors sur la prévention, déjà, on a les fameux 15 indicateurs dont le médecin traitant sera en mesure, sera en mesure de suivre patient par patient. Donc ça, c'est quand même extrêmement puissant. Vous pouvez nous détailler en
30 secondes, les grandes lignes de ces indicateurs. Sur les indicateurs, vous avez la vaccination, vous avez dépistage, notamment dépistage des 3 cancers, vous avez les examens obligatoires de l'enfant, vous avez la biologie, je suppose, non? Diabète. Vous avez le dépistage du diabète, de la MRC pour les patients diabétiques, et avec ça, j'arrive au 15 normalement. Oui, c'est ça. Écoutez, vous savez, ce qui est terrible, c'est qu'on va être obligé de se quitter et de conclure. Mais je pense qu'il faudra refaire cette émission parce que je n'ai pas pu aborder tout ce que je voulais aborder, en particulier l'avenir. Enfin bref, vous serez obligé de revenir. Mais ça sera avec plaisir. Pour conclure, quels sont les principaux défis à relever pour mettre en œuvre cette nouvelle convention dans les meilleurs délais? En tout cas, notre défi collectif, côté médecin et côté assurance maladie, c'est que il n'y ait plus de patients en ALD sans médecin traitant et qu'il y ait le moins possible de patients sans médecin traitant. Et donc ça, on a un certain nombre de dispositions, on a 10 engagements collectifs sur l'accès aux soins. Et ça, c'est vraiment une responsabilité collective. Ce sont des engagements collectifs, mais extrêmement sérieux. On a lancé l'observatoire de l'accès aux soins. Ces indicateurs vont être rendus publics à compter du printemps. Et voilà, honnêtement, si on n'arrive pas à faire ça, collectivement, de toute façon, cette convention ne sert à rien et ce qu'on aura topé ne sert à rien. Donc il faut qu'on se bagarre, j'allais dire, chacun à notre niveau et comme on peut pour arriver à passer cette période de faible densité médicale. Mais le plan 0 patient ALD sans médecin traitant qu'on a lancé il y a un peu plus d'1 an, il porte ses fruits. Alors même que la densité médicale continue de baisser, il porte ses fruits. On est passé quasiment à 4% de patients ALD sans médecin traitant, alors qu'on était à 5,5%, donc ça fonctionne grâce aux médecins qui sont engagés avec nous sur le projet. Question pour tous les deux. Vous en percevez déjà les imperfections de cette convention? Elle est tout juste en train de se mettre en place. 22 mais comme elle décembre. est signée, vous pouvez dire ce que... Non, mais 22 décembre, c'est pas moi qui l'ai signée, c'est mon successeur. Je sais. Donc comme ça permet de le critiquer, allez-y. Non, je pense qu'il y a des éléments sur lesquels il faut les retravailler. On parlait des consultations avancées des spécialistes, des équipes de soins spécialisées. La CCM qui doit normalement faire l'objet de modifications. Et puis il faut avancer beaucoup plus sur des points techniques de cumul consultation, actes techniques. Et probablement au niveau tarifaire, on ne pourra pas en faire l'économie. On ne va pas attendre 5 ans sur les mêmes tarifs. C'est pour ça qu'à mon avis, l'enjeu de la Convention et du dialogue conventionnel, c'est que cette Convention vive et qu'elle s'enrichisse au fur et à mesure des années. Comme il est bavard, on va considérer que c'est sa conclusion. La vôtre? Non, en tout cas, la mienne, c'est je pense que c'est une très belle convention. Je pense que de part et d'autre, on n'aurait pas pu obtenir mieux. Je pense que maintenant, on a une responsabilité vis-à-vis des Français, qui est de la déployer pour l'accès aux soins, qu'on a quelque chose d'inédit, à savoir à la fois un programme de qualité et de pertinence autour de 15 programmes de qualité et de pertinence, qu'on a un programme sur l'accès aux soins autour de 10 programmes d'accès aux soins et qu'il faut vraiment qu'on y arrive. Je pense qu'on s'est de part et d'autre donné les moyens pour y arriver. Il faut qu'on se bagarre maintenant pour l'ensemble du système de santé parce que notre conviction à l'assurance maladie, c'est que la médecine libérale, c'est quand même le cœur battant du système de santé et que si la médecine libérale va mal, tout le système de santé va mal. Je pose à votre droit au cœur cette conclusion. Jean-Paul Ortiz, Marguerite Cazeneuve, le casting était bien fait parce que ces émissions étaient passionnantes. Je crois qu'on a fait un résumé concis des principaux enjeux et des mesures phares de cette convention. Merci à toutes et à tous. Il y a quelqu'un qui a beaucoup compté, je le sais, dans votre carrière, je crois, Madame Cazeneuve, c'est Nicolas Revel. Absolument. Eh bien, ce sera l'invité de notre prochaine émission et on va faire le point, comme il l'avait prévu, sur la réforme des hôpitaux de Paris. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année et on se retrouve très vite. Mais en attendant, surtout, portez-vous bien.